Voilà un film engagé sur ce cas emblématique, les habitants de la vallée de la Roya, qui constitue peut-être d'abord et avant tout un exemple de solidarité, mais qui nous pose aussi beaucoup de questions, à commencer par celle du droit. Le droit à l'asile pour celles et ceux qui sont persécutés dans leur pays, droit aussi d'un pays à limiter l'accès à son territoire. Cette histoire concentre en fait tous les dilemmes des sociétés européennes face au drame des migrants. C'est le genre de situation où la politique, la justice et la morale semblent parfois condamnées à se contredire. Alors nous allons essayer d'y voir clair avec nos invités. L'État, c'est-à-dire nous autres collectivement, faisons-nous le nécessaire face à cette crise qui dure maintenant depuis de longues années. Nous allons en débattre avec vous. Bonjour François Bonhomme. Bonjour. Vous êtes sénateur, Les Républicains du Tarn-et-Garonne, et vous vous êtes notamment beaucoup investi sur la loi Asile et Immigration votée en 2018. Bonjour à vous Christophe Deltombe. Vous êtes le président de la CIMAD. Face à vous Didier Lesky. Bonjour et merci de votre présence. Vous dirigez l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui est chargé d'organiser l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés sur le sol français. Et Yves Pasquot, bonjour à vous. Vous dirigez une plateforme d'information sur le droit en matière d'asile et d'immigration qui s'appelle European Migration Law, et vous coordonnez aussi un programme qui s'appelle migrationenquestion.fr. Je voudrais d'abord une réaction à ce que nous venons de voir, que l'on soit partisan de la plus grande fermeté ou à l'inverse d'un accueil inconditionnel des migrants. C'est un film qui ne peut pas nous laisser indifférents. On est obligé d'être touché. Au départ, il y a une forme de solidarité sans condition. Oui, c'est effectivement, à mon avis, la première conclusion que l'on peut tirer, ou en tout cas une première impression que l'on peut avoir, c'est qu'il y a une vraie solidarité citoyenne, là, sur cette vallée de la Roya, comme elle existe d'ailleurs à Calais, comme elle existe d'ailleurs à Briançon, comme elle existe sur les différentes frontières, ou même dans l'ensemble de la France. Cette solidarité citoyenne, elle est importante, il faut la prendre en considération, et elle répond à une vraie compassion et aussi une vraie nécessité d'avoir un accueil humain, un accueil digne des personnes qui arrivent. Mais une solidarité, François Bonhomme, qui est immédiatement, on va dire, suspecte, puisque elle se heurte, on va le voir peut-être en détail après, mais elle se heurte à la loi. Je crois que la difficulté précisément, c'est de ne pas s'en tenir à la seule compassion. Je comprends très bien que des associations ou des personnes réagissent immédiatement par rapport à des situations individuelles, qui sont souvent dramatiques. Il n'empêche que le rôle du politique, c'est précisément d'aller au-delà de ce compassionnel et de mettre en place des politiques publiques qui soient à la fois respectueuses du droit, mais aussi qui puissent faire prévaloir un certain nombre de principes, notamment sur le plan de la maîtrise de sa souveraineté en matière... Et sur un plan personnel, vous êtes touché, vous, parce que vous voyez là ? Tout le monde est touché, mais qui ne le serait pas ? Mais je pense que vraiment le rôle du politique, des politiques publiques, c'est de ne pas s'en tenir là et de ne pas simplement s'en tenir à la seule émotion immédiate qui est tout à fait légitime au demeurant, mais qui ne suffit pas à traiter les questions de fond qui nous occupent. On a vu d'ailleurs Didier Lesky, Christophe Castaner, qui a même été jusqu'à accuser, lui, les ONG, assez récemment, d'être complice des passeurs, avant de revenir sur ses propos, mais ça dénote quand même un état d'esprit général sur cette question douloureuse de la crise des migrants. Moi, je crois qu'il faut dire que globalement, notre pays se comporte plutôt bien dans l'accueil des demandeurs d'asile. Le parc d'hébergement a été doublé en 4 ans. Nous sommes aujourd'hui à près de 100 000 places d'accueil pour les demandeurs d'asile. Globalement, nous n'avons pas de tension sur les territoires. On peut avoir ici et là quelques crispations. Mais je crois que quand il y a un accompagnement, en particulier grâce aux associations, les choses se passent bien. Après, le film soulève des questions importantes, la question de la solidarité européenne. On parle du règlement Dublin qui est parfois difficile à comprendre. Et puis, la France est dans une situation singulière par rapport aux autres pays d'Europe, puisque depuis le début de l'année, par exemple, les premiers demandeurs d'asile qui arrivent dans notre pays ne sont pas ceux qu'on voit et qui traversent la frontière des Alpes, mais ce sont d'abord les Géorgiens et les Albanais qui, dans les 3 premiers mois de l'année, constitue près de 5000 personnes ayant demandé l'asile. Alors on va avoir l'occasion de revenir vraiment dans le détail. Je voudrais vous poser la question par rapport à ce qu'on vient de voir, Didier Lesky. Cédric Héroux, qui est l'un des personnages centraux de ce documentaire, il travaille dans le même sens que vous qui dirigez l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Je crois que chacun a son rôle. Il y a des administrations qui sont en charge de l'accueil,
des demandeurs d'asile comme la mienne. Et puis, il y a le rôle permanent qui est celui des associations ou d'autres structures, qui est de dire attention, peut-être que l'État n'en fait pas assez. Je pense que ça fait partie de la démocratie. Qu'il y ait ce rôle-là. Du reste, on voit un avocat qui est sans doute payé par l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire qui est payé par l'État pour défendre le droit que parfois, peut-être, l'administration ne prend pas suffisamment en compte. Mais ce qui est important dans ce documentaire, c'est de montrer que globalement, il y a un système juridique qui fonctionne bien, puisque les actes administratifs sont placés sous le contrôle du juge. On va venir sur les questions de droit. Peut-être Yves Pasco, une réaction pour vous aussi. C'est une tradition française, ça, cette tradition de l'accueil. En tous les cas, c'est une tradition qu'on retrouve, comme l'a dit mon voisin il y a quelques minutes, dans de nombreux endroits. Il n'y a pas qu'en France, à La Roya, à Calais, mais il y a aussi en Italie, à Lampedusa ou en Grèce, où les citoyens font preuve de solidarité vis-à-vis des personnes qui viennent chercher dans l'Union européenne, pour une grande partie, une protection. Donc, et je reviendrai sur ce qui a été dit, parce que je crois qu'il y a deux mots qui sont intéressants au-delà de celui de la solidarité, c'est celui d'accès au droit et de respect du droit. Il a été employé. Et je pense que ça, c'est véritablement un des piliers fondamentaux sur lesquels le travail doit continuer à exister, parce que c'est le seul rempart de défense pour les étrangers. Et la question ensuite de la souveraineté, cette souveraineté qu'on imagine souvent être une souveraineté nationale, aujourd'hui, elle est à discuter dans un cadre européen. Et la frontière entre la France et l'Italie, c'est une frontière dans l'espace Schengen. Donc ça, c'est véritablement aussi la dimension européenne de cette question. Je voudrais que, avant de poursuivre sur ces questions de droit et puis aussi peut-être question d'équilibre entre les différents pays européens, un propos qui mérite une précision qu'on a entendu à la toute fin du documentaire, Cédric Herrou. Selon lui, s'il y a moins de migrants aujourd'hui dans cette vallée de la Roya par rapport à il y a quelques années, c'est qu'ils meurent plus en Méditerranée. Je dis ça mérite précision parce que, voilà, est-ce qu'on a des données précises sur ce sujet? Il y a le rapport semestriel du HCR qui a été fait pour la période de janvier à juin 2018. Il dit ceci: de janvier à juin 2017, une personne était noyée sur 38 passages. De janvier à juin 2018, une personne sur 19 passages. En juin 2018, il y avait une personne sur 7 passages. Et en novembre 2018, une personne sur 5 passages. Autrement dit, la dangerosité augmente à mesure du renforcement de la protection des frontières. Et ceci s'observe un peu partout. Je dirais que c'est un phénomène mécanique assez compréhensible, assez simple, qui fait qu'en effet, à partir du moment où les personnes veulent absolument passer, c'est leur choix, c'est leur désir, et que les frontières sont de plus en plus fermées, eh bien, elles vont emprunter des passages plus difficiles, plus dangereux. On le voit d'ailleurs à Briançon, le passage de la frontière à Briançon, sur le col. Là, c'est extrêmement dangereux. Et en effet, on a, là encore, évidemment, des drames. Donc là, vous parlez d'une proportion, mais en nombre, en valeur absolue, est-ce qu'on a en valeur absolue, depuis 2014, il y a 17 000 morts en Méditerranée. Voilà, c'est ce qu'on évalue, mais des morts recensés, parce qu'il y a tous ceux qu'on n'a pas pu recenser. François Bonhomme, est-ce que ça autorise, comme le fait d'ailleurs Cédric Herrou à la fin du documentaire, à parler de génocide? Je crois que le terme est tout à fait impropre, ne serait-ce que pour les personnes qui ont véritablement été victimes de génocide. Je pense qu'il faut vraiment veiller à garder ce type de termes et de propos sur des sujets très précis, historiquement situés. Ça, c'est mon avis premier. Mais je voudrais te dire qu'une chose, c'est que je crois qu'un État, en dépit de la difficulté et le défi migratoire qui nous est opposé, a le droit de fixer les conditions d'accès et de séjour sur son territoire. Et finalement, les difficultés qui étaient tout à l'heure qui étaient indiquées pour dire que c'est vrai que ces personnes se mettent en danger. Mais je crois qu'il y a deux façons d'y répondre. Considérer que c'est un phénomène que l'on doit quelque part s'adapter à ce phénomène-là, certes, mais je crois que si l'État veut rester souverain dans sa politique migratoire et d'accueil des réfugiés, il doit aussi mettre un certain nombre de règles et fixer des règles qui doivent être aussi respectées et exécutées véritablement, parce que je rappelle quand même que 4% des personnes déboutées, des réfugiés, repartent. 4% des personnes déboutées repartent. Alors on peut diverger sur les chiffres ici ou là, mais c'est quand même des proportions considérables. Il y a vraiment un sujet majeur et il ne faudrait pas que le droit d'asile soit une situation dilatoire pour permettre l'accès de personnes qui ne remplissent pas les conditions pour venir sur notre territoire national.
Là, il y a un véritable dévoiement, je pense, du principe. Et pourtant, la France reste tout à fait conforme à la Convention de Genève. Les droits sont respectés, les droits, je parle de manière générale, les droits de recours est respecté. Les moyens des associations pour aider ces personnes le sont aussi. Ils me diront qu'elles ne seront jamais assez suffisants, certes. Mais je pense quand même que la France demeure un État de droit. Le vrai sujet, c'est comment elle peut mieux maîtriser ces flux migratoires de manière générale. Si au bout du compte, seuls 4% des personnes qui sont déboutées repartent, on a le sentiment que toute cette procédure ne sert à rien. Là-dessus. Il y a un problème. Je pense qu'il faut regarder en effet sur un plan plus général. On a actuellement, au niveau de l'Europe, un gros problème, c'est le règlement Dublin. Ce règlement Dublin... Alors on va rappeler ce qu'il est exactement. Ce qu'il est, c'est qu'une personne doit présenter sa demande d'asile dans le pays dans lequel elle met le pied en premier dans l'espace Schengen. Et là, tout le monde semble d'accord pour dire que ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pourquoi ? Parce que d'abord, il y a des pays qui vont recevoir beaucoup plus de personnes qui vont débarquer sur leur côte de manière plus évidente, c'est-à-dire la Grèce et l'Italie, l'Espagne également. Ça, c'est les pays qui sont les premiers, et puis également les pays de l'Est. Donc là, il y a effectivement un engorgement qui s'est trouvé. Et cet engorgement a abouti à ce que l'espace Schengen se bloque, d'abord par des fermetures de frontières intérieures, et puis deuxièmement par une pratique du règlement Dublin, qui est une pratique de ping-pong. C'est-à-dire qu'on passe son temps à se renvoyer des personnes qui sont accessibles, qui sont éligibles au droit d'asile, parce qu'elles ont véritablement, elles remplissent les conditions pour cela, mais ces personnes, on ne peut pas les traiter en France, il faut les traiter en Italie, etc. Alors qu'on a, par ailleurs, on renvoie par exemple en 2017 2600 personnes dans les pays de l'espace Schengen et on nous renvoie 1600 personnes des pays de l'espace Schengen. Ça pose vraiment une question d'organisation et c'est peut-être vous qui pouvez nous répondre, Didier Lesky, sur les raisons pour lesquelles ces personnes, ces demandeurs d'asile sont ballottés d'un pays à un autre. D'abord, il y a deux choses. D'abord, globalement, il faut rappeler quand même que la pression de la demande d'asile en Europe a diminué. Elle a diminué. Oui, globalement, elle a diminué, il faut quand même le dire. Et c'est pour ça aussi que, heureusement, il y a moins de morts en Méditerranée. Pardon, mais là, ça va à l'encontre de certaines idées reçues. C'est important que vous le précisiez. Mais c'est important de le dire. Là, globalement, la pression de la demande d'asile en Europe a diminué et on n'est plus dans la même tension qu'en 2015 ou en 2016. Mais dans cette situation-là, la France a une position un peu particulière parce que la demande d'asile a baissé de 40% dans toute l'Europe, mais elle a augmenté de 20% l'année dernière en France et elle continue d'augmenter en France. Pourquoi ? Parce que la France apparaît pour un certain nombre de demandeurs d'asile comme un pays beaucoup plus accessible, du reste beaucoup plus accueillant que d'autres. J'ai parlé tout à l'heure de personnes qui viennent de pays comme la Géorgie ou l'Albanie, mais on a une particularité, c'est qu'on est le pays de recours de ceux qui ont été déboutés, en particulier en Allemagne, parce que contrairement à ce qui a été dit au début de la crise, l'Allemagne n'a pas accueilli 1,8 million de personnes, il y a 1,2 million ou 8 personnes qui sont rentrées en Allemagne, mais l'Allemagne en a débouté beaucoup. Qui sont ensuite venus dans les pays voisins, dont la France. C'est en particulier le cas de la France. La difficulté européenne est la suivante, c'est qu'en réalité, dans cet espace Schengen, il y a une difficulté à se mettre d'accord sur des valeurs communes, et c'est sans doute la limite de la construction européenne en matière migratoire, et que le règlement Dublin partait du principe qu'il y ait une solidarité, je dirais, au sein de cet espace, au point que chacun, à la fois, gère la frontière de cet espace en responsabilité, et que s'organisent à partir de là des mécanismes de répartition de la solidarité pour prendre en compte ceux qui rentrent dans l'espace Schengen. Ce mécanisme de solidarité, manifestement, il ne marche pas. C'est ce qu'a dit le président de la République, encore dans une conférence de presse récente, en disant il faut remettre à plat cet espace Schengen. Et pourquoi il ne marche pas ? Parce que justement, dans cette construction européenne, il y a quelque chose qui n'est pas partagé suffisamment, mais peut-être que les chercheurs nous en expliqueront pourquoi, qui est celui de valeurs communes et de systèmes juridiques communs. C'est pour ça, par exemple, qu'il est très difficile de dire qu'on va faire un système d'asile européen commun avec une agence commune. Parce qu'on n'a pas les mêmes parce qu'il va être sans doute très difficile de se mettre d'accord avec les Hongrois, avec les Bulgares,
pour ne prendre que deux pays qui sont frontaliers, mais qui, comme l'a dit le président de la CIMAD, ont une tendance à laisser passer ou même envoyer ailleurs. Et dans ce cadre-là, il faut le redire, la France est un pays qui apparaît pour les demandeurs d'asile plus accueillant que d'autres aujourd'hui. Alors, plus accueillant, mais il y a parfois, c'est dit dans le documentaire, et je voudrais qu'on regarde un extrait d'ailleurs là-dessus, il y a parfois, du point de vue des associations, un défaut, l'État parfois a tendance à ne pas respecter le droit dont il est censé être le garant. Écoutez par exemple l'un des avocats de l'association Roya Citoyenne, c'est dans le documentaire. Le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Donc il dit clairement ce qu'on avait dit nous-mêmes, il le dit cette fois-ci, c'est le juge qui le dit, que le préfet a violé et le règlement Dublin et toutes les procédures internes du droit qui existe pour la protection des demandeurs d'asile qui font leur demande en France. On se retrouve dans des situations où l'État est obligé de mentir, l'État est obligé de violer la loi. Et tout ça pourquoi? Pour simplement qu'ils puissent déposer une demande d'asile dans ce pays-là ou dans un autre. Enfin, c'est aberrant comme système. C'est comme ça. Christophe Deltombe, il y a de la mauvaise foi de la part des autorités préfectorales, notamment parfois. Ce qu'on observe, si vous voulez, c'est qu'il y a aujourd'hui une vraie politique, je vais utiliser des mots peut-être un peu durs, mais tant pis, je le fais, une vraie politique de maltraitance. Quand vous voyez ce qui se passe à Calais ou à Grande-Synthe, par exemple, où il y a une vraie chasse aux migrants, c'est-à-dire que pratiquement un jour sur deux, on va déloger les campements. Je comprends très bien que les campements posent un problème de salubrité, etc., etc. Mais ces personnes qu'on déloge, il faut bien qu'elles aillent quelque part, donc elles vont là. Quand elles ne sont pas là, elles vont là. Quand on les déloge et en même temps, on va, par exemple, envoyer du gaz lacrymogène dans les duvets, on va lacérer les tentes, on va supprimer et abîmer les affaires personnelles, on va même arracher des papiers, et ça s'est vu. Ça nous a amené même à déposer des actions en justice. Et on a été amené à demander aux représentants de l'ONU, en particulier la personne qui s'occupe des logements et qui regarde ce qu'il en est, et qui a déclaré que la politique menée actuellement à Calais et à Grande-Synthe est une politique cruelle et qui est attentatoire aux droits fondamentaux. Donc c'est pas nous qui l'inventons, c'est observé par le défenseur des droits, c'est observé par les dispositions de l'ONU, c'est observé également par le HCR. Donc il y a quand même là un certain nombre de difficultés que l'on rencontre qui ont amené aussi le parquet de Nice à ouvrir une enquête préliminaire sur des falsifications de documents par les forces de l'ordre. Donc il en est question d'ailleurs dans le documentaire. Donc, effectivement, nous sommes évidemment très vigilants. D'un trait de plume, on fait d'un mineur un majeur, dit l'une des c'est encore un autre problème, la question des mineurs et l'évaluation de la minorité ou de la majorité, c'est encore un autre problème qu'on abordera peut-être tout à l'heure. On va en parler, mais je voudrais avoir votre réaction, François Bonhomme. Maltraitance, cruauté, est-ce que parfois l'État, dans sa volonté de faire valoir ses propres droits, c'est-à-dire le droit à accueillir qui il veut sur son territoire, ne va pas trop loin? Écoutez, moi, je voudrais citer juste un extrait. Le Conseil d'État s'est prononcé à propos du délit de solidarité. Donc, on a dit, il y avait une exception au délit de solidarité. On ne pouvait pas condamner quelqu'un qui avait fait passer, d'ailleurs Cédric Héroux, avait fait passer ou a participé à accueillir des personnes qui avaient passé la frontière. Le Conseil d'État quand même a rappelé un principe très simple, je vais le lire, il est très court. Aucun principe, aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national. Et qu'en outre, l'objectif de lutte contre l'immigration irrégulière participe de la sauvegarde de l'ordre public. Je dis cela parce qu'on nous oppose toujours des questions de droit moral, d'humanité, d'humanisme, et comme si les autorités publiques et l'État seraient exempts de cela. Il y a quand même un principe qui doit prévaloir, c'est celui de responsabilité. Je constate quand même de certaines associations qu'elles contestent elles-mêmes parfois le principe de frontière. Je veux dire, la souveraineté d'un État passe par des frontières, le respect des frontières, et quand même, il est normal qu'un État s'organise et se défende quelque part, parce que je voudrais aussi opposer la situation des populations. Justifie tous les moyens dont vient de parler Christophe Deltombe, bien sûr que non. Mais je voudrais quand même aussi avoir opposé une sorte de personnes qui vivent à proximité de situations humaines compliquées,
qui sont des situations qui sont parfois des foyers de déstabilisation, de violence, de difficultés. Ces personnes doivent être entendues et l'État, de ce point de vue, a une responsabilité particulière. C'est quand même, vous voyez qu'on est avec des logiques contradictoires ou qui s'opposent parfois. C'est normal. Mais elles ne devraient pas s'opposer, mais on pourrait quand même se poser la question des causes initiales. Ces personnes-là, pourquoi viennent-elles? Je vous écoute et vous reprenez à votre compte ce que disait Christophe Castaner. D'abord, les ONG seraient complices des passeurs. Il y a eu le produit quand même de pays qui a été déstabilisé politiquement. Ça, c'est quand même un sujet majeur. Et puis, quand même, il y a le rôle que l'on doit avoir, nous, sur traiter les causes initiales de ces personnes à qui on miroite des pays qui vont les accueillir dans de bonnes conditions, ce qui est faux. Et tout le monde se retrouve mari. Ce que je voudrais vous dire quand même, c'est que je crois, vous avez parlé de Calais ou de Grande-Synthe, je crois que la question de l'accès à la demande d'asile, en réalité, n'est plus le sujet essentiel aujourd'hui par rapport à ce qu'on a connu. Je pense que ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est d'aider ceux qui ont obtenu une protection de la part de la France, c'est-à-dire les réfugiés, à s'insérer. Or, les difficultés que nous avons aujourd'hui, c'est l'accès au logement et à l'accès au travail. Aujourd'hui, dans le système national d'accueil, qui est à peu près, comme je vous l'ai dit, à peu près 100 000 places, nous avons plus de 10% des personnes qui sont des réfugiés statutaires. Et aujourd'hui, mon besoin de solidarité, et qui en tant qu'administrateur... Il est en aval, en fait. Il est après toutes ces procédures. En aval. Ouais. Et je constate qu'on continue, je dirais, une sorte de débat sans fin sur l'accès à la demande d'asile qui s'est considérablement amélioré, même à Calais, même à Grande-Synthe, et en particulier à Paris, grâce à la plateforme téléphonique que l'OFII a mis en place, et que le problème majeur aujourd'hui, c'est celui de l'insertion des réfugiés. Une fois que la procédure est aboutie. Ce débat-là, en ce moment, ne se fait pas, et c'est un peu ma tristesse dans cette situation. Je voudrais quand même qu'on parle sur le délit de solidarité. Sur la question du délit de solidarité. Encore une fois, il y a un moment où on franchit peut-être la ligne rouge. Dans le Code des étrangers, vous avez deux textes, L622.1, L622.4. L622.1, il pose l'interdiction d'aider toute personne en situation irrégulière. L622.4 pose des exceptions. Les exceptions, c'est qu'une personne de la famille peut aider une personne en situation irrégulière. Mais également, on peut le faire lorsque l'on fait pour préserver la dignité de la personne et sans contrepartie. C'est ça la règle qui a été posée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce délit de solidarité, il a été réactivé à peu près en 2009. Bizarrement, il existe depuis 1938, mais il a été réactivé en 2009. À quelle occasion, peut-être À l'occasion, à l'époque, c'était un début de recherche de situations irrégulières de personnes, et il y a eu en particulier une grande manifestation qui avait été organisée parce qu'un responsable d'une communauté Emmaüs avait été inquiété parce qu'on voulait savoir absolument... Ça, c'était en 2009. C'était en 2009. Bien. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, pour prendre le cas de Cédric Héroux, mais aussi d'autres de la Vallée de la Roya, on les a poursuivis parce qu'ils avaient apporté une aide à des personnes en situation régulière. L'aide, c'était quoi ? C'était les nourrir, c'était les loger, c'était les transporter. Et ils ont été poursuivis devant les tribunaux. Les tribunaux, ça a été notamment un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a constaté qu'en effet, il n'y avait pas de contrepartie, ou en tout cas qu'il n'y avait pas effectivement de paiement, mais la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré qu'il y avait quand même une contrepartie parce qu'agir de manière militante, c'était pour la Cour d'appel une forme de contrepartie. Ce qui veut dire qu'en gros, tout engagement militant serait en quelque sorte rémunéré. Derrière cela... Mais là, on voit bien qu'il y a une zone grise, parce que je reprends ce que disait François Bonhomme tout à l'heure. Si c'est une association qui lutte, par exemple, contre les frontières... Oui, mais ça se poursuit par l'arrêt du Conseil constitutionnel du 6 juillet 2018. Le Conseil constitutionnel dit quoi ? Il dit, lorsqu'on agit pour une raison de solidarité, on agit selon le principe de la fraternité, principe constitutionnel consacré par le Conseil constitutionnel, qui aboutit à dire que dès lors que l'on aide d'une manière quelconque une personne uniquement et sans contrepartie, mais uniquement pour des raisons de solidarité, on est conforme au principe de fraternité, par conséquent on ne peut pas être poursuivi. Mais limite au passage des frontières, parce qu'on fait passer la frontière, alors on fait rentrer la personne dans l'illicéité, ce qui du coup, en quelque sorte, fait que l'ordre public prime sur la solidarité et que là, il y aurait un délit. Ça, c'est la limite qu'a posée le Conseil constitutionnel. Limite. Donc vous dites qu'aujourd'hui, en tout cas, le droit est clair là-dessus ? Non, pas tout à fait. Parce que la limite est là, c'est qu'en disant cela, à mon avis, le Conseil constitutionnel n'a pas été jusqu'au bout de sa logique. Car c'est pas exact de dire que quand une personne passe une frontière, elle rentre dans l'illicéité. On n'en sait rien. Si elle dépose une demande d'asile, elle n'est plus dans l'illicéité, elle est protégée par la loi française. Et c'est là où, à mon avis, le Conseil constitutionnel a
a manqué un peu d'obstination pour aller jusqu'au bout de la logique. On ne devrait pas poursuivre une personne dès lors qu'on l'aide, on la sauve. En réalité, ce sont des sauveteurs qui sont poursuivis actuellement à Gap et ailleurs. Ce sont des personnes qui vont sauver les personnes en montagne qui traversent la montagne. Ce ne sont pas des gens qui sont des passeurs au sens péjoratif que l'on entend habituellement. Mais ces personnes sont néanmoins poursuivies parce que l'on dit qu'elles font passer les frontières. Alors, je vous propose de revenir presque 20 ans en arrière. Vous nous disiez ce droit, ce principe, il a été réactivé en 2009. Il y a 20 ans tout de même, quasiment 20 ans, en 2000, il y a eu un procès sur lequel on va regarder une archive de l'INA à présent. C'est un cas assez similaire à celui de Cédric Herrou, évidemment pas à la même échelle puisqu'il s'agit d'une personne qui aide un réfugié ou une personne qui aide un candidat à l'asile, mais ça nous permet de comprendre, vous allez voir, l'évolution de la perception, de l'opinion sur ces sujets-là. 28 octobre 99, Delphine Benama congratule Ben Deiba Selamia. Ce jour-là, le tribunal correctionnel de Tours prononce la relaxe de la jeune femme, poursuivie pour avoir donné asile à un ami dépourvu de titre de séjour. Je suis fière de cette décision. Fière pour moi et fière pour Ben Deiba, et je suis fière de l'avoir aidé, honnêtement. Et j'aiderai encore les sans-papiers, ouais. Et ce sont probablement ces propos enflammés qui ont provoqué la réaction du parquet de Tours. Le ministère de la Justice a refusé de s'avouer vaincu, il a fait appel du verdict. La Cour d'appel d'Orléans est donc appelée à se prononcer lundi sur cette affaire, un dossier qui prend de l'ampleur. Le ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, est, dit-on, très attentif à son évolution, tout comme les associations d'aide aux sans-papiers. Lundi, le président d'SOS Racisme, Malek Bouti, sera présent à Orléans. Une confirmation de la décision de Tours prendrait alors un poids symbolique indéniable. Il serait désormais presque illusoire en France de poursuivre un citoyen favorisant le séjour irrégulier d'un sans-papier. Voilà, ça c'était donc au tournant des années 2000, François Bonhomme. L'opinion a quand même beaucoup évolué en 20 ans. Absolument, mais je pense qu'elle a évolué sur le poids de la réalité. Si vous voulez, il y a un phénomène migratoire qui s'est poursuivi, qui s'est aggravé, dont les États ont le plus grand mal à maîtriser. Moi, je rappelle, la France, on parle du sujet français, mais le sujet s'est posé pour les États d'Europe centrale, hein, la Hongrie, l'Autriche. On en a beaucoup parlé et on continue à parler. Certes, il y a une baisse du droit d'asile, du nombre de demandeurs d'asile, mais il y a eu quand même un pic en 2015 et probablement ça va revenir. Étant entendu que le sujet baisse du nombre de demandes d'asile, mais forte hausse du nombre de migrants dans le monde. Hein, d'après les chiffres de l'ONU, on est passé c'est une tendance lourde. À 275 millions à 258 millions de migrants. Millions, et les chiffres de la migration mondiale sont relativement stables depuis 20 ans. De la même manière, relativement stables, vous direz. C'est-à-dire qu'ils sont aux alentours de 3%, 3,4% pour être précis. Donc c'est 258 millions de personnes qui sont en situation de migration internationale, à l'intérieur desquelles il faut compter les 65 millions de personnes qui cherchent une protection, soit à l'intérieur de leur pays, soit à l'extérieur de leur pays au titre d'asile. Et pour la France, justement dans notre projet de migration en question, Catherine Wittol de Wenden, qui connaît quand même particulièrement bien ces questions, explique très simplement que la question migratoire en France et une de vos collègues chercheuses, hein. Oui, la migration en France est relativement stable depuis les années 80 et qu'il n'y a pas eu de pic, et même 2015 n'a pas créé une différence. Donc il n'y a pas d'immigration massive. Ça semble contredire ce que vous dites, François Bonhomme. Je crois que c'est un point de divergence entre nous. Politiquement, on ne peut pas admettre de tenir ce discours-là. Il y a un phénomène de migratoire qui est réel, qui est perçu par la population, qui suscite des réactions. Si on ne traite pas au fond ces questions-là et que l'État ne s'arme pas pour maîtriser ces flux, je crois que politiquement, c'est quelque chose qui est tout à fait On est absolument d'accord avec vous sur l'idée que cette question-là est une question qu'il faut organiser. Ça là-dessus, et je suis tout à fait d'accord avec vous que dans un certain nombre d'endroits sur notre territoire, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions par rapport à ce phénomène parce qu'ils l'expérimentent ou l'expérimentent quotidiennement de manière beaucoup plus importante qu'ailleurs. Et que ça, ce sont de vraies questions qui se posent. Mais cela étant dit, on ne peut pas non plus essayer de régler cette question-là simplement en la mettant dans le prisme politique, parce qu'il y a des réalités. Alors, on cite souvent les chercheurs, mais les chercheurs ne font pas autre chose que d'essayer d'analyser la réalité et de dire, comme l'a dit Catherine Wittol de Wenden, le phénomène migratoire est stable en France depuis les années 80, donc il n'y a pas d'immigration massive. Didier Lesky, puis je vous laisserai répondre ensuite François Bonhomme. Je crois que
la difficulté de ces débats, c'est qu'on ne parle pas de la même chose. Voilà, la France est depuis très longtemps un pays d'immigration. Et du reste, c'est cette particularité aussi en Europe. Je dirais une particularité accueillante. En gros, le quart de la population française aujourd'hui a un rapport sur 2 générations avec l'immigration, ce qui n'est pas le cas en particulier d'autres pays. D'Europe centrale, pour ne pas les nommer. Voilà, pour lesquels, justement, la question migratoire prend une dimension particulière. Donc ça, on ne peut pas le nier. Il y a quelque chose qui est quelque chose de longue durée qui se voit d'une certaine manière aussi, parce que dans cette migration, il y a eu des évolutions à partir des années 80. L'immigration européenne à l'intérieur de la France a diminué par rapport à l'immigration qui vient en particulier de l'autre côté du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne. Globalement, ça se passe plutôt bien. Hein, et aujourd'hui, par exemple, l'OFII prend en charge, dans le cadre de l'accueil des migrants légaux, plus de 100 000 personnes qui tous les ans accèdent à des cours de français. C'est à peu près 220 000 personnes qui tous les ans obtiennent un titre de séjour. Donc c'est ça la question. Alors pourquoi ça pose des problèmes plus qu'avant, d'une certaine manière? Parce que les mécanismes d'intégration qui ont existé pendant très longtemps sont aujourd'hui grippés. D'abord, c'est la question de l'emploi. Les personnes qui viennent ici, ce qu'elles veulent, c'est être autonomes. Je veux dire, le capital du migrant, c'est d'abord lui-même. Et il cherche le meilleur endroit pour l'investir. C'est pour ça que la France n'a pas refusé des Syriens, comme on l'a dit pendant très longtemps. C'est parce que les Syriens ont considéré que l'Allemagne, par exemple, offrait beaucoup plus d'opportunités que la France. Si on a aujourd'hui des problèmes à Calais, c'est parce qu'on n'arrive pas à convaincre les personnes qui sont à Calais de déposer une demande d'asile en France parce qu'ils veulent absolument passer en Angleterre. Ce serait l'intérêt de la France que ces personnes déposent des demandes d'asile ici. C'est l'intérêt de ces personnes de déposer une demande d'asile ici plutôt que d'essayer absolument de traverser la Manche dans des conditions qui sont dangereuses pour elles et en plus d'arriver, à mon avis, mais enfin là, dans une économie globale qui montre moins de caractère protecteur pour le salarié que ne l'est aujourd'hui l'économie française avec les partenaires sociaux tels qu'ils sont organisés. Voilà la question qui se pose. Après, le débat autour de ce que fait l'État, pas l'État, on doit aussi dire que globalement, on a un État démocratique qui fonctionne avec des actes administratifs qui sont sous le contrôle du juge administratif, avec un conseil constitutionnel. Même si on l'a vu dans le documentaire, il y a parfois voilà, des... Qu'un individu ou qu'un fonctionnaire ait une appréciation qui n'est pas conforme à celle que décidera après un tribunal administratif, c'est dans la logique des choses. C'est vrai pour vous aussi, parfois en tant que citoyen. Voilà, vous avez une interprétation qui n'était pas la bonne, et moi je n'ai pas à commenter les décisions de justice. Alors François Bonhomme, le législateur, on l'a dit donc, 175 millions de migrants en 2000, 258 millions aujourd'hui. Alors vous nous dites que finalement c'est relativement stable. Est-ce que ça nécessite d'adapter, une fois de plus, le droit, les règles, la loi en France? Mais je crois que globalement, les règles de droit existent pour maîtriser la politique migratoire, pour fixer les conditions d'accès et de séjour. La difficulté, c'est l'exécution des décisions. Hein, on a parlé les OQTF ne sont très peu exécutées. Le cas... Les ordonnances de quitter le territoire français ne sont très peu exécutées. Au niveau européen, puisqu'on a une période électorale, il y a quand même un problème majeur des moyens Frontex pour garantir les frontières extérieures de l'Europe. Mais aujourd'hui, le problème, les statistiques qui nous sont mises en avant ne doivent pas nous masquer le sujet majeur quand même. C'est que la population est en attente de fixer des conditions claires de ceux qui rentrent sur notre territoire national, des conditions d'accès et de séjour. Et après, globalement, notre position qui a été la nôtre durant la loi de 2018, asile et immigration, c'est de dire il faut recevoir moins, mais il faut recevoir mieux. Il y a quand même des deux sujets ne sont pas tout à fait contradictoires, au contraire, et c'est ça qui sera une condition de réussite d'intégration. Très rapidement, et ce sera le mot de la fin, Christophe Deltombe. Il y a un vrai problème entre le discours qui est tenu sur l'immigration et la réalité observée sur le terrain. Et ce dilemme, cette espèce de séparation entre les deux est vraiment inquiétant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on voit notamment des discours populistes surfer sur l'anti-migration
à tout crin et de manière quasi hystérique, alors même que, et on l'a dit, les chiffres nous montrent qu'on est revenu à un stade de 2014, époque où on ne tenait pas des discours de ce genre. Et donc je crois qu'il faut revenir à des conditions de propos raisonnables sur le sujet. Et juste un petit exemple, une illustration, la loi immigration qui a allongé le délai de rétention de 45 à 90 jours. Nous avons fait des statistiques. On observe qu'une personne qui est en rétention, c'est-à-dire qui doit être expulsée, cette personne, elle est expulsée dans les 12 jours. Ouais. Après, c'est quasiment inexistant. Alors pourquoi allonger ? Eh bien pour moi, c'est uniquement de l'affichage. Et d'ailleurs, le Conseil d'État a dit « cette loi est inutile », le défenseur des droits a dit « cette loi est liberticide ». Merci beaucoup en tout cas à tous les quatre d'avoir éclairé cette question qui est complexe. Pour cela, d'ailleurs, je renvoie à 3 ouvrages. Celui d'abord de Pascal Brice sur le fil de l'asile. C'est sur son expérience à la direction de l'OFPRA, c'est chez Fayard. Yves Pasquot, vous avez publié La politique migratoire en Europe, qui s'affiche à l'écran. Et puis, je renvoie aussi au rapport de la CIMAD, voilà, que vous me tendez. Merci beaucoup. La machine infernale de l'asile européen. Rapport d'observation donc de la CIMAD. Et tous ces sujets, eh bien, nous en reparlerons la semaine prochaine puisque nous vous proposons un numéro spécial d'Un Monde en Doc sur l'Europe dans les coulisses de 10 années de crise, avec notamment un documentaire sur la manière dont les institutions européennes ont réagi à la crise des migrants en 2015, le cavalier seul de l'Allemagne notamment, les conséquences politiques, éclairage très complémentaire de ce que nous avons évoqué aujourd'hui. Un Monde en Doc se poursuit avec d'abord le business du cannabis aux États-Unis. La ruée vers l'herbe, c'est un film de Frédéric Biamonti et Gilles Biasset. Et puis retour ensuite sur le travail des sénateurs dans l'affaire Benalla. Le Sénat mène l'enquête, film de Quentin Calvet. Excellent week-end sur Public Sénat. Public Sénat, avec le soutien de l'Institut national de l'audiovisuel et l'Obs, vous a présenté Un Monde en Doc.